Alors des soldats suisses au service de France, nous en avons depuis en fait la fin du XVe siècle avec les 100 Suisses. Le régiment des gardes suisses est créé en fait au début du XVIIe siècle. C'est l'élite de tous les autres régiments au service de France. Alors généralement on parle de mercenaires, mais ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des soldats capitulés qui sont envoyés selon des contrats signés d'État à État, qu'on appelle des capitulations, en l'occurrence le roi de France. Et donc effectivement, depuis le début du XVIIe siècle, il y a un régiment des gardes suisses en France. Il sera anéanti en 1792 lors de la fameuse journée du 10 août. Il sera reconstitué en 1814 et définitivement il disparaîtra définitivement en 1830 lors des Trois Glorieuses. Alors, un des grands non-dits de l'histoire des relations franco-suisses du point de vue militaire, c'est la participation certains gardes suisses du côté des révolutionnaires, parce qu'il y a une image traditionnelle du Suisse au service de France fidèle, totalement fidèle au roi, et en fait c'est beaucoup plus ambigu qu'on l'imagine, parce qu'ils ne pouvaient pas échapper à l'ambiance qui régnait à Paris, et certains sont même passés carrément du côté de la Révolution. En 1789, déjà, plus de 300 gardes suisses avaient rejoint la garde nationale en gestation. Et en 1792, l'envie d'en découdre n'est pas si assurée du côté des gardes suisses. Il y en a même certains qui sont carrément du côté des révolutionnaires. En particulier, le fils de Chenot, le révolutionnaire Chenot, celui qui avait essayé de prendre Fribourg en 1781. Son père était mort, il avait juré de se venger et il espionnera le régiment des gardes suisses, les Tuileries, pour les révolutionnaires. Les gouvernements des cantons suisses, qui, rappelons-le, étaient indépendants les uns des autres, qui ne disposaient pas d'une réelle politique étrangère, ont été lamentables sur le dossier suisse des gardes suisses. Ils les ont laissés littéralement à l'abandon durant tout l'été. Ils évitaient de leur donner des ordres parce qu'ils ne savaient vraiment pas comment gérer la situation. En fait, ils étaient pour la plupart favorables à la contre-révolution, mais en même temps, ils devaient ménager ceux qui allaient probablement gagner, c'est-à-dire les révolutionnaires. Donc, il y a eu un statu quo, on a laissé littéralement les gardes suisses livrés à eux-mêmes, ce qui a permis aux révolutionnaires de les piéger dans Paris, parce que les révolutionnaires étaient à la recherche d'une journée spectaculaire, comme le 14 juillet 1789, où déjà des Suisses avaient défendu la Bastille, et on avait offert sur un plateau la fête nationale française, ce qu'allait devenir la fête nationale française. Au mois de juin, les révolutionnaires tentent de prendre les Tuileries, mais ça se passe pacifiquement, il n'y a pas de sang versé, le roi coiffe le bonnet phrygien, et on ne peut rien en faire de cette journée. Il faut une journée qui saigne. Donc on attirera les gardes suisses dans Paris, les gardes suisses vont se défendre et on aura cette seconde révolution française qui amènera la chute de la monarchie.